qu'est-ce que je fais? Naturellement, je vais aller vers... L'attention va se porter vers la douleur. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que comme ça fait mal, l'Assemblée nationale se met en marche et elle va aller lutter pour ne pas ressentir. Si ça marche pas dans la lutte, elle va te trouver une fuite. C'est l'ego qui fait ça. Hadj, bonjour. Bonjour, Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Merci. Hadj, psychopraticien, coach et formateur depuis plus de 20 ans, avec donc une grande expérience dans l'accompagnement adulte, individuel, adolescent, mais aussi des couples. C'est bien ça? Exactement, Très bien, c'est juste. c'est juste. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a emmené vers l'accompagnement. Bonne question. Plusieurs choses forcément. Mhm, Je dirais d'abord en premier, je pense avoir eu cette fibre d'accompagnement très jeune. mhm, Ça a été quelque chose de naturel. Je dis jeune, c'est-à-dire à partir de l'âge de 15-16 ans déjà. Et puis, on va dire, c'est la foi qui m'a amené à tout ça, d'abord. Crise identitaire et crise spirituelle. Bon, j'ai vécu des expériences mystiques très jeunes, très fortes. Et ensuite, j'ai cherché, j'ai fouillé, en cherchant plutôt Dieu, l'amour, la vérité. C'est des grands mots, tout ça, bien sûr, mais ça a été ce parcours de départ qui s'est poursuivi dans le couple, l'éducation des enfants. Et c'est là où j'ai découvert mon propre accompagnement que je ne faisais pas pour moi-même déjà. Donc j'ai toujours encadré des jeunes, j'ai eu plusieurs métiers. Et puis c'est la souffrance qui m'a amené à tout ça. Alors, j'ai beaucoup souffert. La souffrance, oui, j'ai beaucoup souffert. De la vie, en expérience de la vie, on va dire, le couple particulièrement, les relations humaines en général. Et je voyais que ce que j'avais appris dans la religion, ce que je connaissais, ce que je pouvais lire, me transformait pas. Ça ne m'aidait pas à être plus heureux. mhm, J'arrivais pas à comprendre, même les pratiques. Il y avait un dysfonctionnement entre ce que je vivais intérieurement et ce que je faisais extérieurement comme pratique ou comme relations humaines que j'avais. Et ça a été des crises sur des crises, crises de couple, crises relationnelles avec les gens, parce que j'étais très engagé dans les relations humaines, dans les associations. Et voilà, il y a eu plusieurs crises et des fois des plus fortes et j'ai cherché autrement. Dont une particulièrement qui était assez violente intérieurement, mhm. où là j'avais envie de tout foutre en l'air, comme on dirait. Alors j'ai pas foutu tout en l'air, mais j'ai pris mon envol parce que voilà, c'est comme si j'ai cherché beaucoup de mentors aussi. On peut dire des mentors ou un père, quoi. Enfin, Mhm. c'était ça. Euh, et j'ai été déçu, mais c'est pas de leur faute, c'est moi qui ai projeté toutes ces choses-là. Déçu dans le couple, déçu dans toutes les relations en général. Et voilà, c'est là que ça a commencé à. La crise spirituelle est revenue de manière beaucoup plus forte et j'ai cherché, par moi-même du coup, parce que du coup j'avais plus de mentor pour me guider et j'ai pris des risques. Voilà, à travers des lectures que je n'avais pas habituellement, très difficiles, philosophiques ou autres. Donc ça a remis en question beaucoup de choses, tout en gardant la pratique, toujours. J'ai jamais arrêté la pratique, mais j'ai tout a changé de perspective. J'ai eu des lectures transversales, j'ai pratiqué autrement intérieurement, j'ai testé des choses pour moi-même, j'ai commencé à être beaucoup plus honnête avec moi-même et j'ai vu déjà des résultats. Et je cherchais l'amour en fait depuis le départ, c'était ça, c'est Dieu qui m'intéresse. On appelle Dieu, ça paraît un peu bizarre de dire ça, ou Mhm. je cherche Dieu, mais bon, oui, c'est pas, ça a été toujours là depuis que j'étais jeune, quoi, et je touchais pas, je palpais pas en fait cette sensation de bonheur, d'amour, de joie, de paix. Je dis mais à quel moment on commence à ressentir ces trucs-là, quoi. Et les gens qui m'entouraient, je ne ressentais pas ce parfum non plus chez eux. Donc voilà, donc j'ai commencé à chercher différemment et j'ai pratiqué surtout des choses que je pratiquais pas avant, intérieurement. Un j de neuf, ce qu'on appelle, donc un travail intérieur, on Ouais, pourrait dire ça jihad aujourd'hui. nefs, oui. Voilà. Et ça a commencé comme ça remet en question beaucoup de croyances. Et j'ai commencé à goûter. Très bien. Tu as parlé dès le début par rapport à la souffrance. C'est un mot qu'on entend souvent. Plusieurs personnes souffrent de Mm, différentes manières. mm. Et par la suite, donc, tu as trouvé, tu as pris goût, tu as goûté. Mm. Disons, comment tu expliques la souffrance et comment passer de la souffrance à l'amour. Bonne question. D'abord, quand on souffre, vraiment, on ne le remarque pas.
On a des problèmes avec les gens, on a des problèmes avec les relations générales, puis on rebondit, puis on raisonne, et puis on réfléchit, puis on cogite. Donc moi, je prenais beaucoup de râteaux. C'est-à-dire j'étais très gentil, Mhm. serviable, bienveillant, généreux. C'est pas vrai. Je l'étais pas. Je le savais pas, parce que je croyais que j'étais comme ça. Mhm. Mais j'avais un but inconscient, c'est qu'on m'aime. Donc j'étais prêt à tout, comme j'aurais été prêt à tout pour mes parents. J'ai reproduit ça partout. C'est ça qui m'a réveillé. C'est que je ne me rendais pas compte, mais je me rendais bien compte des râteaux que je prenais pas compte. Parce qu'à force d'aider, d'être bienveillant, au moment où on a envie qu'on soit là pour nous, qu'on nous comprenne, qu'on nous écoute, et là, c'était toujours un retournement de veste. Personne pourrait être avec toi, personne ne te comprend, voire on te trahit tout le temps. Donc je vivais beaucoup de trahison relationnelle, amicale, fraternelle et tout. Donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, avec les frères, avec les parents, avec les amis. Et ça a été, comment dire, un vrai questionnement pour moi. J'ai dit, il y a un problème qui ne va pas. Je ne peux pas continuer à être gentil, à prendre des râteaux, ça ne doit pas venir d'eux en fait. C'est venu comme ça, c'est l'intuition, c'est pas une réflexion en vérité. Et j'ai commencé à regarder autrement. Donc la souffrance, c'est quand j'en ai pris conscience que je la ressentais beaucoup plus fortement. Mais je vivais des états de souffrance dus à des rejets que je ciblais pas, Mhm. ou des abandons que je ciblais pas, je ne connaissais pas ces termes-là. Et je rebondissais. Au moment donné, à un moment donné, on ne peut plus rebondir. Et ben c'est comme ça que ça s'est vu. Et donc en conscientisant cette souffrance, j'ai compris une chose. La souffrance, c'est pas l'émotion. La souffrance, c'est pas le ressenti. Les humains craignent le ressenti. À chaque fois qu'ils ressentent quelque chose de négatif, de douloureux dans le corps, pour eux, ils souffrent. Non. J'ai pris du temps à comprendre ça. Mais la souffrance, c'est la croyance. C'est ça qui nous fait souffrir. Il y a des croyances cachées, d'autres apparentes. Et tant qu'elles sont là, on souffrira. On va rejouer des scénarios qui vont se répéter dans un décor différent. Ça a été révolutionnaire pour moi. Mhm. Et là, j'ai commencé à scruter soigneusement des mécanismes en constatant comment je fonctionnais. Alors là, c'était très intéressant et j'ai découvert des croyances cachées. J'appelle ça le déni. Mhm. Et en arabe, j'ai pris ça en parallèle avec le Coran, c'est le kufr. Kafar en arabe veut dire cacher, nier. Et l'étymologie, c'est mettre la graine sous terre pour que la plante pousse. Et ce mot-là, kafara, qu'on retrouve, qu'on traduit par mécréance, Ouais. c'est faux. Complètement faux. Il n'y a pas de mécréance. Mécroire, c'est bidon. Mhm. C'est facile de mécroire et c'est facile de croire. Non, c'est plus subtil et plus vrai dans l'expérience vécue pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on a des croyances cachées qui sont négatives. Ça, c'est révolutionnaire, hein, vraiment. Oui. Si on arrive à défaire ce déni, d'ailleurs les koufars, on appelait ça des agriculteurs arabes. Koufars, pas des mécréants. Eh bien, lorsqu'on va repérer par exemple l'idée qu'on est nul, ça c'est une croyance récurrente chez tout le monde. Je ne suis pas à la hauteur, Mhm. etc. C'est ce que j'appelle le déni. Donc en t'écoutant, et c'est pas la première fois que j'entends ce terme de schéma répétitif. En fait, c'est pas la première fois que j'entends ça, et je l'ai vécu moi-même aussi, Ah oui, où les visages changent, mais la situation et le ressenti est toujours le même. Et c'est là on se dit, ok, une fois, deux fois, trois fois, il est où l'élément commun des trois schémas répétitifs? On se trouve, en fait, on se rend compte que c'est nous, ce n'est pas l'autre. mm, Et c'est là justement, tu as aussi parlé de regarder autrement, donc ramener son regard intérieur vers soi et non pas vers l'extérieur, mm, donc vers l'autre. mm. Comment on pourrait faire ça? Waouh, t'as Je des sais que... questions qui demandent des séminaires. Je fais des séminaires pour ça. Non, je vais essayer d'être succinct. Ah oui. Je vais essayer de résumer un petit peu. C'est Alors, très pardon. central, le déni. Allez, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je voulais te dire d'une manière fluide, simple, facile. Je vais essayer. Comment inviter les gens, justement, qui font face à ces schémas qui se répètent. Ouais, Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme ouais, une boucle fermée. Ils ne savent pas où donner de la tête. Ils savent, ils se rendent compte, ils ont cette conscience qu'il y a une répétition quelque part, mais ils n'arrivent pas à défaire. tout à fait. Je vais essayer de résumer ça Mhm. avec un exemple Très concret, bien. si tu me permets, Bien sûr. du Coran. Oui, bien sûr. Que tout le monde connaît, on en a tous au moins entendu au moins une fois, qu'on va retrouver dans les Anciens Testaments aussi. Oui.
C'est quoi? C'est l'histoire de Iblis, donc le diable, donc on appelle Shaitan. Mm. Donc c'est un djinn, parmi les djinns, mais qui était un très grand adorateur de Dieu. Donc dans le monde invisible, il pouvait accéder, voir les anges. Donc il était invité au premier ciel. Et lorsque Dieu va créer Adam, donc fait de terre et d'argile, d'eau, il va consulter les anges. Les anges vont donc lui dire, mais pourquoi faire ça? Nous te sanctifions, nous t'adorons, nous te glorifions, c'est pas nécessaire. Mhm. Et Dieu va dire, voilà, que je vais lui enseigner ce que vous ne savez pas. Il va désigner, limiter ce que les anges ne peuvent pas faire. Et alors, et toi, Iblis? Et là, c'est là la formule magique. J'ai compris ça, le Coran, à travers mon expérience. Je n'ai pas compris le Coran en le lisant et en l'interprétant. C'est mon expérience qui m'a montré la vérité du Coran. La vérité, le Coran parle pour celui qui le lit. Mais c'est quoi la lecture? Est-ce une lecture intellectuelle, visuelle ou vécue? Vécue, en vérité. Si on n'est pas vécu, on ne peut pas le voir. Le Coran n'invente rien, il fait que dévoiler ce que tu vis. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis meilleur dans le bien que lui. Et c'est ça que j'ai rajouté comme traduction, que j'ai jamais entendu nulle part. Ana khayru minhu. Khayr en arabe, c'est le bien. Le bien. Parce que lui, il est meilleur. Bon, ok, il est orgueilleux, très bien. Bon, bah, on a peur d'être orgueilleux tous. On a peur de se montrer meilleur que les autres. Donc, on va montrer qu'on est humble. Encore une croyance. Pour qu'on nous aime. Mais non. Va remettre quelque chose qui, pour toi, est bien. Tu ne pourras pas. Puisque c'est bien. Si tu es généreuse et qu'on te le dit tout le temps, tu es intelligente, on te le dit tout le temps, tu es quelqu'un de bien, donc tu vas œuvrer à travers ces croyances identitaires dans lesquelles tu t'es inscrite, Mm. parce qu'on te l'a répété, parce que ou tu l'as construit toi-même. Donc tu es généreuse, tu es généreuse. Le jour où on te dit, hey, tu es vraiment égoïste, je suis déçu de ta part, waouh, tu accepteras jamais. Mm. Comme le diable. Je suis meilleur que lui dans le bien. Pourquoi tu me demandes de prendre Adam comme mon guide, alors que moi, regarde, je suis une lumière, Oui. sans fumée, et lui, c'est de la terre. Donc il va se comparer. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, c'est je. Là, le malheur, il est commencé à naître. Moi. C'est la D'accord. première identité. Et elle est meilleure que dans le bien. Avant de dire meilleur que lui, meilleur dans le bien. Eh bien, le déni, c'est des croyances cachées qu'on a reçues dans l'enfance, avec les parents, les tuteurs, l'école, etc. T'es nul, t'as pas des bonnes notes. Tu te compares aux autres, bien sûr. Mhm. T'es un ahmar, t'es une barra, t'es une bololo, t'es ce que tu veux, tu es quelqu'un de On nul. l'entend beaucoup chez nous, oui. On l'entend, voilà, je lui mets un peu de mots maghrébins, tu sais, pour que ça parle. Mais, mais c'est pareil en français, pareil. T'es Oui. pas à la hauteur, on te fait sentir à chaque fois que tu as un problème, t'es faible, t'es méchant, t'es égoïste, t'es trop fragile, t'es trop sensible, t'es trop, trop, trop. Donc c'est ancré, Oui. d'accord? Ces croyances-là, on va tous les créer, on va tous les avoir, plus ou moins. Parce que quand on est enfant, on les emmagasine très vite. On réfléchit pas, on est des éponges, pam, c'est vu comme vrai. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a lui en lui, la vérité c'est l'adulte. Mm. Et ses parents, c'est les premiers adultes. Et ses parents, c'est des dieux. Donc, s'ils disent vrai, c'est vrai. Si une maman est triste et qu'elle dit à son enfant, non, t'inquiète pas, maman va très bien, elle ment. Donc, pour lui, ce qu'il a ressenti en voyant sa maman triste, c'est faux. Oui. Donc, quand il va ressentir les choses, il ne va pas la considérer comme vraie. Donc, on va créer des croyances comme ça. Et ils vont apparaître ces croyances? Ces croyances vont apparaître dans des événements vécus qu'il ne faut pas confondre avec les épreuves. Épreuve, c'est éprouver. Donc, c'est ressentir. Mm. Mais l'événement, si je perds mon enfant, c'est un événement. Ce que je ressens, c'est une épreuve. Les gens confondent donc l'événement et l'épreuve. Je suis beaucoup éprouvé. Non, il y a des événements qui t'éprouvent, qui te font sentir. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Lorsqu'on va ressentir quelque chose, c'est ça qui va révéler ses croyances cachées. Oui. Par exemple, une parole déplacée. Vous aimez quelqu'un, vous êtes amoureuse, vous êtes amoureux, tout se passe bien. Et puis cette personne se comporte comme un goujat. Alors je parle pour toi parce que tu es une femme, admettons. Ou alors il a une attitude d'égoïste, Mhm. peu importe, ou une gestuelle, ou une parole déplacée. D'un coup, tu te sens comme minable, pas respecté, pas considéré. Tu ressens ce sentiment de rejet, sentiment d'être nul, ou le sentiment d'être pris pour une conne, excuse-moi l'expression. Mm. C'est ça le déni. Il va apparaître dans l'expérience. Et donc après, comment on fait pour s'en débarrasser, ça une autre question. Mais moi, je veux juste dire que ce qui va être remis en question, c'est toute l'identité qu'on a créée, idéale, pour qu'on nous aime. C'est ce qu'on cherche tous. Et comment on l'a créée, cette identité idéale? À travers des croyances
négative cachée. C'est ce que j'appelle le kufr, le déni. Très bien. Pour simplifier, tu me corriges si je me trompe. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis par rapport à la croyance et au ressenti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pensées qui traversent notre cerveau dans la journée. Je pense plus de 6000, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai Et, pas compté. et pour, c'est ce qu'on dit en général, on ne pourra 6 pas 000. compter. Et voir les femmes un peu plus que les hommes, parce Waouh. qu'on réfléchit un peu trop. Et que pour détecter justement cette croyance dite limitante, voire négative, ou cette pensée négative, on redescend dans le corps et il y a donc il y a quand l'émotion négative remonte, c'est toujours lié à une croyance. Il faut se remonter et dire à quoi je pense à cet instant. Quelle est la croyance ancrée qui fait que je ressens ce que je ressens par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Là, ce que tu me demandes, c'est comment repérer ça, si j'ai bien compris. Euh, Quand ça apparaît. Entre autres. Alors, je vais donner une technique gratuite. Je vais essayer de résumer un petit peu techniquement comment ça se passe. Mhm. En fait, on a des émotions. Les émotions, c'est des bonnes alertes. Oui. Mais c'est pas la souffrance. On n'a pas touché encore le fond. Donc, vous avez une émotion. Je prends l'histoire d'un couple. La personne ne se sent pas considérée, pas respectée par l'attitude de l'autre. L'autre, le garçon, va dire. Il a une attitude qui laisse entendre qu'il se fiche de l'autre ou il est indifférent. Donc, on se sent rejeté ou abandonné. Mhm. Donc la femme va dire, bah, il m'a pas pris en considération, elle va avoir mal. Donc, première émotion, il y a une colère, Mhm. tout de suite. Lorsqu'on s'énerve, lorsqu'un homme s'emporte en général, c'est qu'il a peur. Donc, Enregistrez ça, les filles. voilà, Merci. c'est qu'il a peur. Cadeau. Il va pas dire qu'il a peur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter en puissance. Il commence à avoir peur de quoi? Du reproche que l'autre va lui faire. Et comme il veut garder une image idéale Mhm. pour qu'il soit toujours bon pour qu'on puisse l'aimer, donc il a le sentiment que l'autre, donc sa femme ou sa compagne, ne l'aime plus. Donc le reproche, le jugement va venir le chercher. Donc il y a une colère, d'accord. L'émotion va être une alerte. Sur le coup, personne s'en sort, puisqu'on va répéter la même chose. On est pris par l'émotion, c'est ça qui nous fait mal. C'est tellement envahissant. Du coup, on va se disputer, etc., etc. Donc on va jouer le même jeu. Ce que j'invite à faire en thérapie en général, il y a encore plein d'autres choses, mais on va dire sur ce domaine-là, Sur ça, oui. c'est après coup, on revient sur l'histoire à toi-même. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut regarder et se poser deux questions. Très simples. Mhm. De quoi j'ai eu peur? Non, d'abord, qu'est-ce qui m'a gêné? Et de quoi j'ai eu peur? Et vous allez voir tout de suite, ce qui m'a gêné, peut-être c'est la posture de l'autre, Mhm. son regard, sa gestuelle, que j'ai interprété forcément. Ça m'a gêné. Ah, c'est ça que j'ai vu. Très bien. Et en deuxième, et de quoi j'ai eu peur? Ah, j'ai eu peur qu'elle croie que je m'en fiche d'elle. Ou j'ai eu peur qu'elle croie que je suis pas à la hauteur. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Tu vois. Tout de suite, ce qui va remonter, c'est ça les croyances qui vont remonter. Il faut donc la jauger à partir de la question de quoi j'ai eu peur. C'est toujours la peur qu'elle a. Et là, la croyance va apparaître. Et donc, un mot, comme par exemple, j'ai peur qu'elle croie que je suis nul ou je suis pas à la hauteur. Très bien. Une fois, vous l'avez vu. Deuxième dispute, rebelote. Vous revenez en arrière, vous posez la même question, vous l'observez. Ah, il a changé de mot. Euh, j'ai été pris pour une conne ou qu'un con. Mhm. Ça va changer, le lexique va changer, mais elle renvoie toujours à la même idée de négativité de ma personne. Et donc ces mots-là vont rejoindre le sentiment d'être rejeté, d'être abandonné. En vérité, c'est quoi l'abandon, le rejet? C'est la séparation. Ce qu'on ne supporte pas, c'est d'être séparé, c'est tout. On va avoir toujours le sentiment d'être uni à l'autre. Et à partir de là, à force de conscientiser, vous allez voir sans effort. Hein. Juste, c'est pas grave qu'on soit disputé. C'est pas grave. La remise en question, c'est que je reviens dessus. Et ensuite, à un moment donné, il y a une autre étape. Pendant la dispute, comment ça va arriver, vous allez voir votre colère, vous allez voir votre peur, vous allez voir pourquoi vous avez eu peur. En même temps, et vous ne vous empêcherez pas de vous engueuler. Mais vous revenez dessus. Et troisième étape, au moment où va venir la dispute, au moment où va venir le différent, peu importe la contrariété que vous avez, là vous le voyez presque avant que ça arrive. Ouais. Mais vous n'arriverez pas à le stopper. Vous serez quand même pris dedans, une fois oui, dans le filet. Quatrième étape, vous le voyez arriver, vous ne tombez plus dedans. C'est fini, c'est éteint, et ça ne revient plus jamais de la vie. Il s'efface. Ça s'efface définitivement. On ne peut pas l'arracher comme ça. Ça demande juste de conscientiser en fait la chose et voir comment on peut la conscientiser. Bien sûr, je n'ai pas parlé du ressenti, mais ça passe par le ressenti, tout ça.
Tant que le ressenti, la masse émotionnelle n'est pas ressentie, elle va rester. Donc, on va rebondir sur le ressenti par rapport aux émotions, du coup. Mhm. Comment on pourrait passer par le ressenti pour pouvoir défaire toutes ces croyances? Ouais, et c'est encore une fois une bonne question parce que c'est vrai que la croyance ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec le ressenti, c'est-à-dire les émotions, ce qui bouge en fait, ce qui fluctue, Oui, sentiments, émotions, etc. Il y a une différence entre sentiments et émotions, mais on va parler des émotions en général. oui, Qu'est-ce qu'on rencontre comme émotion pour tout le monde? La peur, la culpabilité, la honte, la tristesse, la mélancolie, le chagrin. En vérité, on a des émotions, soit ils sont en rapport avec le futur, soit en mhm, rapport avec le passé. C'est toujours pareil. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire quand on ressent une émotion qui est douloureuse? Genre, par exemple, une colère ou une peur qui perdure. Tout de suite, le mécanisme égoïque va se mettre en marche. Les pensées vont parler. Moi, j'appelle le langage interne. mhm. Et j'appelle ça l'Assemblée nationale. Oui, Donc, dans le cerveau, là, c'est même pas dans le cerveau, mais on va dire les pensées, ça devient l'Assemblée nationale qui va essayer de trouver une solution, une conclusion. On va essayer de voter une loi. Et ça, ce que fait l'humain tout le temps, c'est ça. Il veut une réponse, il veut une logique, il veut trouver le pourquoi du comment de ce qui s'est passé et tirer une conclusion, tirer et puis après décider et passer à autre chose. Alors bien sûr, il fait que renforcer son identité, il fait que renforcer sa souffrance et son orgueil surtout de croire qu'il a raison, de croire qu'on lui a fait du mal. Moi, je vous dis vraiment, c'est rare que quelqu'un fasse du mal à quelqu'un. Il faut programmer le mal. Il y a des gens qui programment le mal. Mais dans les histoires de couple, les histoires de relations, c'est personne ne fait du mal à l'autre. Il a une mauvaise attitude pour toi, qui est pas bonne, que ce soit tes parents ou un couple ou autre, hein, et tu es sûr, parce que tu as une émotion, que c'est de sa faute. oui, Et tout le malheur, il est là. Les gens rompent avec les relations, jugent facilement, ils se victimisent. Eux, ils ont été gentils, hein, on retrouve le diable. oui. Je suis meilleur que lui dans le bien. Ils étaient gentils, ils ont tout fait pour l'autre, je me suis dévoué, comme si on doit quelque chose. Donc moi, souvent, je dis combien je te dois, comme ça, je te paye en plusieurs fois. Je te fais un chèque, si tu veux. Tu vois, parce que c'est ça, en vérité. Et les relations sont très commerciales, comme ça. Et de couple, encore pire. Oui. Parce qu'on est dans l'accusation, le rejet de l'autre. Parce qu'on a mal. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là? Oui. Ça peut passer que par le ressenti. Je vais citer un verset du Coran qui dit Khalaqal maut wal hayat linabluwakum. Il a créé la mort et la vie pour vous faire ressentir. Texto. Ayyukum ahsanu amala. Laquelle meilleure des manières tu vas agir maintenant? Mais regardez, la mort précède la vie dans le texte, dans le verset. Pour nous éprouver. Il le répète plusieurs fois ce verset dans le Coran. Mm. Mais qu'est-ce qui se passerait si par exemple je ne rentre pas dans l'histoire de la relation avec l'autre qui, soi-disant, m'a fait du mal? Je ressens une colère, Mm. une tristesse, parce qu'on m'a trahi. Admettons, peu importe la trahison. Et là, je rumine, je pense à l'autre, pourquoi, machin, etc. Il m'a fait ça. D'accord. Je ne m'occupe pas de l'histoire, je m'occupe de mon ressenti qui traverse mon corps. Mon corps, c'est mon meilleur allié. C'est le détecteur de mensonges, il ne ment jamais lui. Oui, Dieu nous a tout donné en comme il outil. nous a déjà donné avec abondance. Oui, Ok, il faut juste faire preuve d'intelligence. Très bien. On ne nous l'a pas appris, donc on va essayer de le partager. Eh bien, mon corps est traversé par un ressenti qui me fait mal. Ben, donc, qu'est-ce que je fais? Naturellement, je vais aller vers. L'attention va se porter vers la douleur. Enfin, mm, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que comme ça fait mal, l'Assemblée nationale se met en marche et elle va aller lutter pour ne pas ressentir. Si ça marche pas dans la lutte, elle va te trouver une fuite. mm. C'est l'ego qui fait ça. Donc il va fuir dans la bouffe, la nourriture, le sexe, et le scroll, le téléphone, Tout peu ce qui est importe. addiction. Tout ce qui va essayer de m'échapper, c'est la compensation, Mm. qu'on appellerait le péché, mais c'est la même chose. On va compenser pour ne pas avoir mal. On fuit et on lutte contre cette masse émotionnelle que j'appelle moi-même. Tout le monde croit qu'il est quelqu'un, et ce Mm. quelqu'un, c'est juste une masse émotionnelle. Il faut qu'elle se dissout. Si elle ne se dissout pas, rien ne va changer dans votre vie. Et on n'en a pas besoin. Mm. Alors comment on peut la dissoudre? Ça, c'est un autre sujet, parce que ça prend un peu de temps de le comprendre. Oui, Mais au moins, disons que vous avez une émotion douloureuse, prenez le temps de vous asseoir. Asseyez-vous. Vous allez voir qu'il y a plein de pensées. Et pivotez votre attention là où ça fait mal, tout simplement. dans le Si c'est corps. dans le ventre, Mm. tiens, et c'est comment? Chaud, froid, tiède, lourd, sucré, salé,
vous mettez tous les mots qui décriraient cet objet sensationnel, Oui. qu'on pourrait appeler dans la psychologie votre petit enfant, la petite fille ou le petit garçon. Mm. Vous n'allez pas vous gronder votre garçon ou votre fille de 4 ans qui est triste, qui pleure en lui disant c'est bon, tu te tais, va dans ta chambre. Si t'es maman de ce petit garçon ou cette petite fille, t'as qu'une envie, c'est de le prendre dans les bras. Oui. Mais c'est à peu près pareil. Vaut mieux prendre dans les bras, c'est plus efficace. Donc rester dans le ressenti, accueillir l'émotion Tout à fait. Mais attention, il y a une stratégie là-dedans, égoïque. aussi. Parce qu'on accueille pour éviter de sentir. Mm. En fait, ressentir, Oui. c'est quoi? Mm. À force, on est aguerri. Et c'est pas un effort, parce qu'on croit que c'est nous qui ressentons, et c'est un autre sujet. En Oui. vérité, c'est pas nous. Et parce qu'il y a toujours des stratégies d'évitement pour ne pas ressentir à travers le ressenti. C'est plus subtil, mais on y arrive forcément. Euh, c'est pas la réussite qui compte, c'est d'y aller. Et ensuite, Mais, oui, mais déjà comprendre ça, que ça passe par le ressenti, c'est déjà pas mal. c'est énorme, Conscientiser ça. bien sûr, Se dire ne pas fuir, ne pas éviter, c'est déjà pas mal. Se dire absolument. voilà, comme quoi On la sait, croyance et le déjà, ressenti. si on arrive doucement à ne pas rentrer dans l'histoire pour mettre de la logique et tirer une Mhm. conclusion pour dire que moi je suis victime de l'autre, c'est un orgueil surdimensionné en vérité. L'orgueil, c'est pas je me crois meilleur que l'autre, Mm. c'est je me crois meilleur que l'autre ou je me crois moins bien que l'autre. Quand vous vous trouvez nul par rapport aux autres, vous êtes aussi orgueilleux que celui qui se croit meilleur que Oui. vous. C'est la même chose, en haut ou en bas, c'est pareil. On veut toujours avoir une image idéale d'une victime ou alors une image idéale de quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, c'est la même chose. Deux faces de la même pièce. C'est l'orgueil qui fait le plus mal, mais si on a l'occasion d'en parler, c'est l'orgueil, oui. Oui, alors oui, si on devait passer par le ressenti, une émotion centrale qui, disons, pose problème dans les familles, que ce soit les mamans avec les enfants, que ce soit dans le couple, qui est la colère non gérée, pas la colère saine. Je sais pas si la colère saine, ça existe que lorsque l'ego est éteint. Ok. Sinon, elle n'est pas saine. Mais la colère, c'est pas un problème. Elle dure pas. C'est le fait de la maintenir qui est pas sain. Quand on maintient des émotions depuis l'enfance, c'est ce qui crée notre identité. C'est la masse émotionnelle. Encore une fois. C'est ça le truc. Donc, c'est malsain parce qu'elle est maintenue. Et maintenant, je veux plus, je veux m'en débarrasser, mais je voudrais. Imaginez, vous avez une émotion. Alors je dis malsain dans le sens où en fait les conséquences derrière des fois sont catastrophiques. Bien sûr, Ça peut aller jusqu'à la violence, ça peut aller bien sûr. soit physique ou psychique. Oui, parce que en fait, c'est pas l'émotion qui pose problème, c'est Hmm. ce qu'elle se raconte derrière l'émotion. Ok. C'est l'histoire qu'on raconte derrière l'émotion. Pour ne pas la ressentir, on va ruminer et tirer des conclusions hâtives pour gagner, Mhm. avoir raison. Je trouve ça malsain plutôt, dans les relations en général et les couples en particulier, de croire qu'on a raison et que l'autre a tort. C'est, ça nous aide pas à être heureux, à part nous enorgueillir. Mhm. Et ce que je peux voir dans les thérapies de couple, tout le temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Et puis après, il faut s'expliquer à travers les faits. Donc on est au tribunal par rapport à ton attitude que tu as eue, que tu as fait. Souvent les femmes vont se plaindre par exemple qu'elles ne sont pas considérées, etc. Et qu'elles ont tout fait, sont généreuses, sont bienveillantes, elles sont magnifiques, elles sont superbes. Et le gars, c'est un goujat. C'est un Mhm. égoïste, il pense qu'à lui, il pense pas à elle, il se rend pas compte, etc. Et plus la nana elle est sensible, ou elle est hypersensible, et plus le trait va être accentué pour dire mais c'est incroyable comment il est égoïste. C'est relatif en fonction de la perception qu'on a. Chacun interprète le monde à partir de son psychique. Donc tu ne vois que ce que tu peux voir toi, qui est vrai que pour toi, parce que tu le vis via une émotion qui te donne raison. Or, les faits peut-être te donnent tort, peut-être la personne a eu un comportement mais qui n'était pas du tout lié à toi, mais sa gestuelle montrait qu'il était indifférent à toi, tu t'es senti comme rejeté et pas pris en compte, et d'un coup tu en as fait une affaire personnelle, et puis tu t'énerves parce que tu ressens une émotion très forte, alors que ça part d'un événement anodin. C'est toujours comme ça que ça marche. Mhm. Et là, c'est tellement puissant à l'intérieur que là, on ne peut pas ne pas se retenir. On va crier, s'énerver, engueuler, se disputer, rejeter l'autre et avoir raison. Donc l'autre en face, il a tellement peur qu'il va soit se défendre en criant plus fort, soit s'éteindre. Il n'y aura pas de juste milieu. Donc s'il s'éteint, il va finir par dire t'as raison, désolé ma chérie, Mhm. etc. Une fois, deux fois, trois fois, 50 fois, c'est fini. Il est pris au piège. Elle ne peut plus l'admirer. Oui. Et lui, il ne peut plus être admiratif. Oui, on est en train de détruire l'amour parce que c'est l'amour qui est au cœur de tout ça. Mhm. Et ce qui va bloquer l'amour, c'est la peur. On va dire c'est une émotion centrale, ça serait la peur.
On a toujours peur. Si on a peur, c'est qu'on désire quelque chose aussi. La peur et le désir fonctionnent ensemble. Mhm. Mais avant la peur et le désir, quelle est l'émotion première de tous? C'est le manque. C'est ça. On manque d'amour. On manque de complétude. On manque de satisfaction. On manque d'être complet, bien, entier. On manque toujours quelque chose. En fait, en gros, on est des camés à ciel ouvert. Tous des drogués de quelque chose. De nous-mêmes. Donc on a un désir, par exemple, une personne ne sont pas complète, parce elle est une femme et pas une maman. Elle a le désir d'avoir un enfant. Mm. Elle va avoir peur de ne pas l'avoir. Donc ils marchent ensemble à chaque fois. Mais s'il n'y a eu plus de manque, par exemple, là tout de suite, ben, on sentirait un bonheur absolu tout de suite. Être là. Donc on est toujours en manque. Tout ce qu'on fait, c'est pour compléter quelque chose. Même travailler, tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir bien. On veut accomplir quelque chose pour se sentir bien. On veut toujours quelque chose en plus. Donc on désire. Ben, si je désire, je vais avoir peur aussi. Voilà. Et donc on joue avec, c'est ça. Et ce qui fait qu'on a du mal à se laisser aimer. Mm. Voilà. Et Derrière chaque peur se cache un désir, tout le temps. tout le temps. Pour ne pas s'éparpiller, j'aimerais bien revenir dans le couple. On prend beaucoup la communication dans le couple, mais faut-il encore parler le même langage? C'est encore une bonne question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de communication dans le couple. Et on Mhm. pense que si on sait communiquer, on va pouvoir s'en sortir. Mm. Alors, oui et non. Déjà, il faut savoir c'est quoi communiquer et surtout écouter. Moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, j'ai cru que j'écoutais. Puis en fait, j'ai vu que j'écoutais pas forcément. Mais ce que j'ai pu voir dans mon expérience personnelle et à travers les thérapies des couples, ou des gens en général, mais des couples, c'est que personne n'écoute personne. On va avoir raison. Donc on dit, mais si j'ai bien compris, j'ai entendu ce que tu as à dire, et puis on développe notre argumentation. On coupe la parole, on va plus vite que l'autre, on fait des fois les questions et les réponses, tout le monde fait ça. Personne n'écoute réellement. Écouter, c'est déjà s'effacer. Et poser une question et s'intéresser à l'autre. Tu me dis ça, mais pourquoi tu me dis ça? Si tu viens et que tu te plains de moi en disant, oui, j'ai pas aimé ton attitude, t'es vraiment trop égoïste, donc déjà tu pars avec des reproches, ça va piquer l'autre. L'autre, il va commencer à s'énerver, donc il n'y a plus d'écho, c'est fini. Si on peut éviter les reproches, mais on ne peut pas toujours l'éviter. Donc très bien, il y a des reproches. Oui, et parce qu'il y a l'émotion. Donc on veut déverser son mal-être sur l'autre. Mm. Son mal-être sur le moment. Mais est-ce que vous croyez que le mal-être que vous vivez sur le moment, il est lié à la relation que vous avez avec l'autre tout de suite? Absolument pas. Absolument pas. C'est sûr et certain à 1000%. Vous ne pouvez pas. L'autre n'a pas le pouvoir de vous rendre malheureux. C'est pas possible. Il ne peut que déclencher en vous le malheur, qui est déjà présent. Et vous allez déverser toute votre histoire d'enfance sur l'autre, Mm. en étant sûr que cette personne vous a causé du tort. Même si cette personne vous trompe, elle était infidèle, elle est infidèle qu'avec elle-même. Elle va déclencher en vous une souffrance atroce de trahison. Donc en vérité, cette relation de communication, elle est possible déjà si on comprend que la douleur que je ressens n'appartient pas à l'autre. Elle est cette masse émotionnelle que j'appelle être moi-même, ma personne. Mhm. Si à partir de là on comprend ça et qu'on s'engage tout doucement à être plus vrai l'un envers l'autre dans nos ressentis, vrai c'est pas montrer patte blanche, je fais pas d'erreur, je fais Mm. pas de faute, c'est pas ça. On va faire des erreurs, on va se tromper, on va être maladroit, on va être égoïste, on va être tout ça. Il n'y a personne qui est parfait, qui est idéal. On a beau le dire, mais on le croit quand même qu'on est un peu plus parfait que l'autre. C'est une question d'orgueil tout le temps. Donc disons que si là, on a ça, après on peut mettre en place une certaine communication. Mais on ne peut pas communiquer quand on a très très mal. Mm. Donc on laisse passer. Mais à chaque fois que vous abordez des sujets, l'autre a toujours mal. Parce qu'il est persuadé que c'est votre faute. Et que si tu changes, je vais mieux. C'est ça, c'est ça. Souvent, on a tendance à vouloir que l'autre change pour aller mieux. C'est l'erreur de tout le monde. Et les femmes en particulier, mais les Oui, hommes aussi. oui, je Et donc c'est à l'entends. cause de toi, si tu changes d'attitude, je serai mieux. Je serai plus heureuse. Je serai plus heureux. Change. Change pour moi. Et ça, c'est l'erreur fatale à ne jamais faire. Mais c'est ce que tout le monde fait. Ouais, là, il y a deux points. Il y a le point où, dans ce que je rencontre, où la femme, elle dit, je suis la seule à faire des efforts, donc à vouloir, par exemple, suivre une thérapie, à aller comprendre le pourquoi du comment, et que l'autre ne le fait pas. Que dire dans ce cas quand il y a un des deux qui fait un travail et le deuxième n'est pas prêt à faire le travail? Ça, c'est la première question. Je te poserai la deuxième après. Bah déjà, bah on revient à la communication. Bah intéresse-toi à lui.
avant de dire que toi, tu es la seule à faire des efforts, que tu veux changer, que lui, il change pas. Tu as trop de croyances sur la personne, tu as trop de jugements sur la personne, tu as trop cogité toute seule. Tu as tiré des conclusions sur ce que tu crois avoir vu de l'autre. Pose-lui la question. Moi, je dis, tiens, mais tu veux pas avoir un thérapeute, pour quelle raison? Non, c'est nul les thérapeutes, moi je suis pas comme ça et tout. D'accord, mais c'est quoi? Quel thérapeute? Tous les thérapeutes pour toi? Mm. Je vais m'intéresser à lui. Parce que sinon, je vais lui imposer, en fait, mon ordre à moi. Je vous donne un exemple simple pour qu'on puisse comprendre ce thème de C'est mieux, communication. oui. Votre enfant vient, il est adolescent, il dit, maman, je vais me suicider, Mm. je veux mourir. Réflexe de tout le monde. Si vous êtes une maman plus ou moins correcte, raisonnable, vous aimez votre enfant et tout, vous allez paniquer. Oui. Vous allez vouloir le sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelqu'un t'a fait du mal? Enfin, je comprends pas, c'est quoi? Vous allez inverser la donne. C'est plus votre enfant qui a besoin d'être compris, c'est plus votre enfant qui est mal, c'est vous maintenant. Mm. Et vous lui demandez à lui qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez mieux vous et pour le sauver. Donc on est mal barré, c'est ce que tout le monde fait. Bien sûr, c'est difficile. Évidemment, réflexe, on va tout de suite paniquer, essayer de sauver. Mais on peut y arriver lorsqu'on commence à écouter vraiment et on a dit tiens, tu veux te suicider? Oui, mais quand? Ok, mais comment tu veux faire ça? C'est ça s'intéresser. Donc l'enfant va être surpris. Il va sentir que tu t'intéresses à lui parce qu'il vient de te dire on sait bien qu'il ne va pas se suicider, mais il est en train de te dire je vais mal. Donc on lui dit mais je sens que tu vas mal, qu'est-ce qui t'arrive? Non, on ne pose pas de questions. On est pragmatique. Tu veux te suicider? Très bien. Mais quand est-ce que tu veux commencer? Enfin, c'est comment tu veux t'y prendre? Bah, je sais pas. J'ai pas réfléchi, mais bon, j'en ai marre. Ah, il commence à parler. Mais Ouais. t'en as marre de quoi? Tu vois, il va ouvrir la porte. Mm. Mais c'est très subtil C'est subtil et pas facile non plus. parce que les gens pensent qu'ils sont généreux. Oui. C'est pas vraiment vrai. Et on s'en fiche en vérité. Ouais. Ça n'a aucune importance d'être généreux ou de ne pas l'être. Il n'y a qu'un généreux, c'est Dieu. Il n'y a qu'un être bon, c'est Dieu. Et ma nature, elle est de cette essence-là. Mais mon identité personnelle, elle croit qu'elle est généreuse, elle croit qu'elle est bonne, elle croit qu'elle est bienveillante. C'est que des croyances donc. Je ne peux pas être généreux tout le temps, mais je peux faire preuve de générosité. Je ne peux pas être bienveillant tout le temps, je peux faire preuve de bienveillance. Mm. Mais dès que je m'identifie en disant je suis généreux, je suis bienveillant, ah, je suis pas jaloux. Il y a des gens qui me disent moi, Hadj, je suis pas jaloux. Mhm. Mais non, tu es jaloux, comme tout le monde. Tu fais preuve de jalousie à un moment donné, mais tu ne veux pas être jaloux tout le temps. Quand tu bois ton café sur une terrasse avec un soleil à 30 degrés et que tu es super bien, tranquillou, avec un petit livre, est-ce que tu es jaloux? Non. Ouais. Et si tu vois ta femme en train de discuter avec un homme qui est plus grand que toi, qui est costaud, qui est bien, elle rigole, et elle lui met une petite tape sur l'épaule, puis tu dis, ah, ah, toi tu es à 5 mètres d'eux, tu les vois, là tu vas sentir ta jalousie. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. On ne peut pas être ce qu'on croit qu'on est. On n'est jamais ce qu'on croit qu'on est, et on n'est jamais la somme de toutes les croyances qu'on croit vivre. Jamais. C'est faux tout ça. Je l'ai. Donc on a pris l'exemple du couple où la femme elle me dit que elle fait des efforts pour que ça aille mieux, en tout cas dans le couple, et en contrepartie, euh, avec qui elle est n'est pas prêt à s'investir ou à faire un travail sur soi pour sauver le couple. C'était ça la question au départ. Mhm. Maintenant, bon, donc question, la deuxième, c'est est-ce qu'on peut quand même sauver le couple en ayant un seul qui travaille sur soi? Voilà, tu as des questions quand même qui sont très profondes. C'est difficile de répondre comme ça. Et je vais essayer. Est-ce que si une seule des personnes du couple fait le job, Autrement dit, vu qu'on dit qu'on est des miroirs des uns des autres, est-ce que le fait que j'arrive à changer quelque chose à l'intérieur de moi, je pourrais déclencher un changement extérieur ou pas? oui, absolument, à risque, mais ça va avoir un impact sur l'autre. Je, je me Plutôt. transforme. Mon conjoint, ma conjointe ne veulent pas. Il y en a un des deux qui ne veut pas, Ouais. n'est pas intéressé. Je prends conscience que je souffre et j'en ai marre. Je commence à consulter, mais j'ai un risque, c'est d'être en décalage avec l'autre avec qui je vis, puisque je ne vais plus le voir de la même manière. Mhm. Et en fait, la transformation intérieure, ce n'est pas être quelqu'un d'autre, c'est un regard qui a changé, le regard que vous avez sur le monde. C'est une nouvelle perspective. C'est le regard, c'est pas le monde qui change, Oui. c'est votre regard. Donc, la personne peut très bien faire un job et puis se sentir beaucoup plus tranquille maintenant avec elle-même, donc plus tranquille avec l'autre, Mm. sans demander à l'autre de changer.
Ou en même temps, ça pourrait faire un effet plutôt inverse. Je vois bien que comment j'étais, je me sens plus à ma place avec cette personne. Et donc je quitte. Mais est-ce qu'il faut tirer une conclusion, quitter l'autre parce que je fais un job et l'autre veut pas et qu'il change pas? Non, ça c'est trop orgueilleux. Il y a trop de divorces Ok, faciles comme ça. ok. C'est ça qui est pas bon en fait. Vous partez sur le principe que vous avez raison, parce que vous souffrez, que vous faites un job où vous voulez le faire et que votre conjoint, par exemple, le garçon ne veut pas, et vous vous croyez meilleur que lui en fait, tout simplement. Parce que vous êtes persuadé que ce que vous croyez est vrai. Mais vous l'écoutez pas non plus. Beaucoup de femmes n'écoutent pas. Elles pensent trop avoir raison parce qu'elles sont remplies d'émotions. Je suis pas là pour incriminer la femme, mais il faut dire les choses quand même. C'est trop facile en fait. Et beaucoup d'hommes ne savent pas comment elle fonctionne la femme, forcément. Oui. Elle peut te dire des choses atroces sur ta personne. Elle ne supporterait pas. En revanche, de les entendre sur elle. Mm. Moi, je conseillerais aux hommes d'essayer. Moi, le premier, c'est pas évident. De ne jamais faire de reproches. Oui. Parfois, bah, tu le fais subtilement, le reproche. Elle a tellement des antennes aiguisées pour savoir si on parle d'elle ou pas, et si son image est affectée parce qu'elle a un côté narcissique, et c'est pas péjoratif, Oui. très sensible, donc elle est à l'affût de tout regard non bienveillant sur elle, et ce qui va la mettre hors d'elle. Mm. Donc, un centième de ce qu'un homme pourrait dire de ce qu'elle dit elle, s'il le disait l'homme, c'est l'écroulement. Donc nous, on nous a pas appris ça, les hommes, à ne pas faire de reproches, dans le sens intelligent, c'est-à-dire je fais Oui. pas de reproches parce que j'ai peur, non, parce que j'ai compris. Mm. Donc plus je vais comprendre l'autre, plus je me délivre, par exemple. En revanche, beaucoup de femmes euh, veulent avoir raison par rapport à leur masse émotionnelle. Et elles sont persuadées que si mon homme change, alors ça sera beaucoup mieux dans mon couple. Pratiquement tous les gens qui viennent me voir en thérapie, c'est ça. Mm. Et il y a des hommes qui fonctionnent aussi comme ça. Donc il est au tribunal, il faut qu'il change, le problème c'est lui. Et puis au bout de deux, trois séances, à peine, même pas, tout de suite l'équilibre se met en place. Et là, ça fait mal. Si la nana, elle a une certaine humilité, un narcissisme pas trop poussé, Mm. et qu'elle n'est pas très égoïste, parce qu'elle pense qu'elle ne l'est pas en plus, ça change. Si elle est très narcissique, centrée sur elle, ça va être très difficile, parce qu'elle va jamais accepter de se remettre en question, puisqu'elle est persuadée que ce qu'elle croit sur l'autre, c'est vrai. C'est très dur de perdre ça, parce que tu as forgé plein de croyances vis-à-vis de l'autre depuis des années, et on te dit que c'est pas, tu le vois que c'est pas vrai. Donc t'as pas envie de lâcher ça. Voilà. Et donc c'est quelque chose euh, qui demande encore une fois une certaine humilité ou d'écouter l'autre, pas partir sur nos croyances. Et dans le cas quand ça marche dans le couple et que l'harmonie s'installe, il y a aussi des fois le sentiment de la culpabilité dans lequel j'ai envie qu'on en parle, pas que dans le couple. Quand on a commencé par dire que la plupart des souffrances viennent depuis notre enfance, donc on liait avec les parents, des fois les parents d'aujourd'hui font en sorte que leurs enfants n'aient pas de, entre parenthèses, de trauma, de blessures, ils essayent au maximum de mieux faire pour éviter cette souffrance dont on a parlé dès le départ. Et des fois, on trouve aussi le sentiment de la culpabilité bien ancré, bien installé chez les parents. L'idée, en fait, quand on demande aux gens d'aller revoir son histoire pour se défaire de cette histoire, Mhm. bien d'accord, de ne pas faire culpabiliser qui que ce soit, ne pas accuser en gros les parents. Mais des fois, je parle des parents, ou même dans le couple, il y a quand même cette culpabilité qui s'installe. Ah, j'aurais dû, ah, il fallait pas. Enfin, comment faire pour arranger? Et c'est lourd. Exactement. La culpabilité, elle est déjà ancrée, on va dire. Mm. On va la ressentir à travers l'événement. Donc ça dépend quel événement. Oui, Là où on est le plus identifié. Coupable, c'est coupé. Je suis coupé de mon corps, je suis coupé du monde, je suis coupé des autres à ce moment-là. oui, Vous prenez une personne qui est coupable à un tribunal, et elle va courber les chines, elle va se recroqueviller, tu vois, elle est condamnée coupable. Donc on croit que quand on est responsable, on est coupable. Non, on va sentir la culpabilité à travers l'événement, comme tu as dit, via par exemple les parents, qui veulent bien éduquer leurs enfants. mm. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est eux. C'est leur réussite personnelle. Et ils ont peur. Donc ça y est, c'est trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas fatal, mais on observe, on n'est pas là pour enlever, on va regarder. Mm. Ils ont peur de quoi? De l'échec, de la non-réussite, qu'ils ne soient pas dans le droit chemin. Ils vont déverser toute leur peur sur leurs enfants, en apportant soi-disant de l'amour, de la protection.
de l'évitement. Je vais éviter qu'il souffre. c'est ça. Mais laisse-le souffrir. Il vient te voir et il dit qu'il n'est pas bien, il pleure ton enfant. Je sais que c'est dur, je sais bien que c'est pas facile. Et votre fille est là et vous êtes maman et elle se sent mal, vous savez bien, vous la voyez, elle est triste, elle pleure, ou elle vous le dit ou elle vous le dit pas. Il y a des enfants qui se clarifient, il y a des enfants qui... Là, vous êtes comment? Vous allez vouloir trouver une solution. Vous Mhm. n'écoutez rien. Elle a juste besoin d'être écoutée comme une femme. Une femme, elle veut pas que tu lui donnes des solutions. Jamais. Elle est très intelligente. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. Elle veut juste sentir que tu l'écoutes. Ouais. Sentir que tu l'écoutes, ça veut dire que tu l'aimes. C'est plus que ça. Ça veut dire qu'elle se sent aimée. Et il n'y a pas mieux pour une femme que de se sentir aimée. Tu peux lui dire que tu l'aimes, c'est bien. Tu peux faire des cadeaux, tu peux être là. Mais tu, donc elle va dire super et même à un moment donné où elle se sent pas aimée dans un événement vécu, une dispute, un mécontentement, une contrariété, comment elle se sent pas aimée? Bah, quand tu l'écoutes plus, quand tu es plus présent, quand elle sent plus que ta présence. Et c'est pas grave. Mm. C'est pas dire que tu l'aimes pas. Elle va croire que tu l'aimes pas. Et elle va même se sentir coupable d'être nulle, tu vois, de pas être à la hauteur. Une femme, c'est plutôt quelqu'un qui va croire que ça vient d'elle. Mais Mm. pour pas ressentir que ça vient d'elle, elle va le déverser sur l'autre. Sur l'autre, oui. Donc, il y a de la culpabilité là-dessus, bien sûr, par mon image et ce que je ressens. L'enfant, donc, que vous élevez, vous vous sentez coupable de ne pas bien faire. Comment on peut sortir de la culpabilité? C'est très simple. Difficile, mais simple. Assumer. Que veut dire assumer dans mon langage? C'est voir tout le scénario qui se passe, ce que vous dites, ce que l'autre dit, comment il se comporte, l'événement, sans toucher à l'image. Comme si vous regardiez un film. Et là, vous n'êtes pas bien avec vous-même, il y a des émotions, vous avez envie de changer, vous avez envie de faire quelque chose. Réparer, tranquille, assumer. Même quand vous faites des fautes personnelles, avec vous-même, vous vous sentez mal, votre image est détériorée, vous n'assumez pas un péché ou une faute que vous faites. Donc vous êtes là à vous remettre en question, pourquoi je fais ça, j'aurais pas dû, faut que j'arrête, faut que j'arrête, il faut. Mm. Bon, non. Ressentez ce qu'il y a dans votre corps, regardez ce qui se passe, essayez de ne pas y toucher pour voir. Là, vous allez commencer à assumer ce qu'on appellerait dans la foi musulmane, parmi les 6 piliers, il y a un des piliers fondamentaux, croire, donc avoir foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Oui. C'est une logique, c'est pas une invention de l'islam. Les humains avant l'islam le faisaient aussi. Oui. On le redit autrement. Et même si on ne vous le dit pas, vous allez finir par le comprendre qu'il faut faire ça. Que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de pouvoir sur le scénario, sur la façon dont vous avez parlé, votre timbre de voix, votre gestuelle, votre regard, votre langage, votre éducation. Vous n'avez pas de maîtrise sur le scénario qui se passe, la personne qui est en face de vous, qui vous regarde méchamment ou qui est avec un sourire. Et ça fait action-réaction, ça joue. Comment je fais pour m'en débarrasser de ma culpabilité? J'assume. C'est ok. Ça me fait mal, c'est ok. Je ne touche pas. Je ne cherche pas à vouloir être quelqu'un d'autre. Vous vous entraînez à faire ça. Je vous donne pas plus d'1 an et c'est fini. Culpabilité, quand elle s'en va, c'est les peurs qui vont partir aussi avec. Oui. La colère va partir aussi avec. C'est lié au déni. L'idée que je suis nul, je vaux rien, je suis pas à la hauteur, je suis méchant, j'ai peur d'être égoïste. Tout ça, c'est le déni, c'est des croyances cachées. Elles vont tomber les unes après les autres parce que la culpabilité, c'est un vrai poison, Oui, comme la honte aussi. aussi. Donc, quand tout va tomber, on va revenir à la souffrance et de la souffrance, on passe à la... Délivrance. Très bien. La délivrance, c'est l'amour. Parce qu'au cœur de tout ce qu'on a dit, le, le centre ou le cœur de tout ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas juste un sentiment. Euh, L'amour, je dirais, c'est l'union. C'est de voir que tout est un. Mais on peut le voir dans l'expérience vécue d'un homme et d'une Mm. femme. Quand ils s'aiment, ils ont envie d'être ensemble. Oui, c'est simple. Il y a une union qui se met en place. Plus vous vous Oui. aimez, plus les corps ont envie de se mettre ensemble. Tout veut se mettre ensemble. Donc on voit bien que c'est toujours une union. Et ce qu'on déteste, les humains, c'est la séparation. Oui. Or, l'existence humaine phénoménale, elle est créée de telle manière que tout se sépare. Oui. C'est la rupture tout le temps. La rupture, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, etc. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas les ruptures. On a l'idée qu'on est nul, hop, il y a une séparation.
Vous ne la voyez pas. Mais donc vous allez faire en sorte de vous unir avec des pensées positives. C'est nul la pensée cachée. Je suis très dévoué à l'autre. J'essaie de me rapprocher de l'autre. Je suis gentil avec l'autre. Je m'unis à l'autre. Mais ça, c'est de la marchandisation. C'est du commerce. Quand l'amour apparaît, il y a un dévoilement parce que c'est déjà présent. C'est pas quelque chose que vous allez acquérir. On cherche, on est tous en quête d'amour, on veut tous être aimés et on veut tous aimer. Ben oui, parce que c'est naturellement naturel. Vous ne l'avez pas créé, c'est comme la liberté, c'est en nous. Et on cherche la liberté à travers les objets. Être libre en ayant plus d'argent. Mais on n'y arrivera pas. C'est déjà en nous. Comment dévoiler cette liberté qui est déjà présente? Dévoiler cette joie, cet amour, cette paix. Elle n'est pas à l'extérieur. Mm. Elle n'est pas à l'intérieur non plus. Attention. C'est ni à l'intérieur de moi, ni à l'extérieur de moi. C'est là. Ça ne m'appartient pas personnellement. Et pourtant, c'est bien ce que je suis tout le temps. Et il n'y a pas mieux que le couple pour pouvoir dévoiler tout ça. Pas mieux que la relation en général et la relation de couple en particulier, parce qu'il y a de l'intimité. Et je finirai sur une chose importante, pour moi, je trouve importante, que je répète souvent. Souvent, les gens vont dire, j'ai souffert par amour. Il m'a trahi. Il m'a manqué de respect. Il m'écoute jamais. J'en peux plus. J'ai beau faire des efforts. Il m'aime pas. On n'a strictement rien compris. Moi, le premier au départ, je n'avais rien compris à tout ça. C'est grâce à ces élans d'amour, et je dis bien élan, à ces ouvertures de cœur, on va l'appeler comme ça, Mm. dans la relation. Lorsque vous aimez quelqu'un et vous avez un comportement aimant, une gestuelle aimante, où vous êtes apprêté, vous avez préparé une belle soirée, tac, ça se passe bien, parce que vous avez un amour, donc vous avez partagé tout ça. Vous donnez, donc l'amour c'est donné. On va résumer l'ego avec une bouteille. Imaginez une bouteille avec un bouchon. Mm. Dedans circule un liquide. Mhm. Il y a l'amour, la joie, le bonheur, les élans du cœur, et il y a aussi la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être nul, d'être méprisé, etc. Lorsque le bouchon, c'est-à-dire cet ego, peut s'ouvrir, ce qui est toujours sur ses gardes, que lorsqu'il y a un élan d'amour. Donc c'est comme ça que les gens se font avoir, mais dans le bon sens du terme, il faut se faire avoir. Ils s'aiment, ils aiment et ils donnent, et puis d'un coup, votre mari ou votre compagnon, 2 jours après ou un jour après, il a une attitude méprisante, rejetante. Il n'a pas peut-être fait exprès, hein, mais vous le sentez comme ça, vous le vivez comme ça. Un propos désobligeant. Vous êtes contrarié, rejeté, malmené. Une colère monte en vous, voire une haine, une rage. Vous le détestez, vous ne l'aimez plus, vous le rejetez. Pourquoi vous avez ça? Parce qu'au moment où l'amour est sorti de cet ego, le liquide j'ai peur d'être rejeté, d'être nul, de ne pas Ouais. être accepté, est ressorti aussi. Oui, Et aussi. comment il va se manifester? Par un événement anodin. Vous respectez votre mari, et lui vous a pas respecté sur un truc anodin. Et là, vous sentez rejeté comme une... Vous n'êtes pas du tout intéressante, et vous êtes sûr qu'il vous a fait mal. C'est pas vrai. C'est grâce à cet amour qui va vous aider à vous délivrer Mhm. de ce magma de masse émotionnelle, inutile, identitaire, orgueilleuse, qui ne sert strictement à rien, qui a été construite pour laisser place qu'à l'amour après, Mm. qui n'est pas un élan, mais qui est une présence d'amour. Merci. Compris. Très beau. On a beaucoup parlé de la séparation, la peur d'être séparé, mais ça, on va le laisser pour la prochaine fois. Ça marche. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on finisse par un tirage de cartes? Ah oui, carte Calimette. Est-ce que Le mot le hasard, c'est un mot hasard arabe. n'existe pas? Le hasard, c'est un mot arabe. Ok. Oui, ça vient de zar. Zahar. Oui, La hasard, c'est chance. zar. Ça vient de c'est un mot arabe. Hmm. On dit qu'il n'y a que des rendez-vous, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça. Dieu ne se trompe pas de scénario, jamais. Exactement. Je t'en prie. Ah, ça y est, vu celle-là, donc je prends celle-là. C'est pas la peine d'aller ailleurs. T'en as deux. C'est pas grave, prends les deux. Allez. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. C'est dans le Ouah, thème. c'est bon. C'était ça qu'il fallait que je lise aujourd'hui. Ah oui, il faut que je traduise. Voilà. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bien pour vous. Hmm. Surat al-Baqarah. Et donc il y a une affirmation faite dans cette carte.
Je la lis donc, hein. Si tu veux. J'accueille ce que je ne comprends pas encore avec confiance et amour. Bah voilà, ça résume tout ce qu'on a vu. Je vais garder Exactement. cette carte, c'est pas la peine d'une deuxième. Ça Très ira bien. très bien. Oui. Merci. Allez, c'était la pas, c'était celle-ci. Merci. J'ai même pas vu la deuxième. C'est pas grave. Bah, ça, c'est marrant d'avoir tiré cette carte parce que ça Ça résume résume tout ce qu'on a tout ce dit. qu'on vient de dire. N'est-ce pas, Calimette? Et magique. Ça, je vous conseille ces cartes, elles sont magnifiques et magiques.